Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cheminement intérieur. Je suis Aurélien Renard, je suis coach et enseignant en programmation neuro-linguistique et aujourd'hui on explore un nouvel épisode. Le piège du je serai heureux quand. Pourquoi remettre le bonheur à plus tard en fait nous rend malheureux aujourd'hui? Tu as peut-être déjà entendu ou tu t'es dit je serai heureux quand j'aurai plus de temps. Ou bien je serai heureux quand j'aurai changé de travail. Ou bien je serai heureux quand j'aurai perdu du poids. Ou peut-être même encore, je serai heureux quand j'aurai trouvé la bonne personne. Prends un instant. Observe si cette phrase te parle. Parce que sans même nous en rendre compte, beaucoup d'entre nous vivons avec une promesse intérieure, celle d'un bonheur conditionnel, un bonheur repoussé. Un bonheur qui dépend du futur hypothétique. Et aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à explorer une question essentielle. Et si cette poursuite du «je serai heureux quand» était précisément ce qui t'empêche d'être heureux maintenant? Le bonheur conditionnel, c'est un peu une illusion bien ancrée. Notre société nous a appris à fonctionner par objectif. Atteindre, réussir, obtenir, accomplir. Et en soi, bon, c'est pas nécessairement un problème. Le problème, il commence quand le bonheur devient une récompense différée. Quand inconsciemment, tu te dis: «Ce que je vis maintenant n'est pas suffisant pour être heureux». Alors là, le présent, il devient un simple couloir, un entre-deux, un lieu à traverser et qui n'est plus habité. En neurosciences, on sait que le cerveau adore se projeter dans le futur. Il anticipe, il planifie, il espère. Mais il a une difficulté majeure. Il s'habitue très vite à ce qu'il obtient. Et ce phénomène, il porte un nom. C'est l'adaptation hédonique. Alors, le cerveau et l'adaptation hédonique. Je vais t'expliquer ce que c'est. L'adaptation hédonique, c'est cette capacité du cerveau à revenir rapidement à un niveau de satisfaction de base, un basic, même après un événement très positif ou bien très négatif. Il y a une étude qui est intéressante, qui avait été faite dans les années 1978, qui a voulu tester cette limite. Et les chercheurs ont comparé 2 groupes au destin radicalement opposés. D'un côté, il y a, des grands gagnants du loto et de l'autre côté, des personnes qui sont victimes, d'accidents graves devenus, paraplégiques. Intuitivement, on se dit que le premier groupe, ceux qui ont gagné au loto, nagent dans le bonheur absolu et que le second, ceux qui ont eu un accident, est condamné au malheur. Et bien pourtant, les résultats ont stupéfié tout le monde. Moins d'un an après ces événements majeurs, l'écart de bonheur entre les 2 groupes s'était considérablement réduit. Les gagnants du loto n'étaient pas plus heureux que la moyenne des gens, à l'issue des 1 an, et les victimes d'accidents après le choc initial avaient retrouvé un niveau de bonheur bien plus élevé que ce qu'on imaginait, se rapprochant eux aussi de leur niveau de base. Qu'est-ce que cela nous prouve? Ça nous prouve que l'être humain s'habitue à tout, au luxe comme à l'épreuve. Tu obtiens ce que tu voulais, le système s'ajuste. Tu perds ce que tu avais, le système s'ajuste aussi. En clair, le cerveau n'est pas programmé pour maintenir l'euphorie ou la détresse éternellement. Il est programmé pour l'homéostasie, le retour à l'équilibre. C'est pour cela que si tu mets ton bonheur dans le futur, il restera dans le futur. Alors il y a un concept qui est intéressant, c'est que souvent on confond objectif et état interne. On parle souvent de ça en PNL. En programmation neurolinguistique, on distingue 2 choses fondamentales. Les objectifs, ça c'est ce que tu veux atteindre, et tes états internes, c'est ce que tu veux ressentir ou ce que tu ressens. Et le piège du «je serai heureux quand», c'est de croire qu'un objectif externe produira automatiquement un état interne durable. Mais en réalité, ce que tu poursuis derrière l'objectif, ce sont souvent des états comme la sécurité, la reconnaissance, la liberté, la paix, la joie.
Et ces états ne dépendent pas uniquement des circonstances. Ils dépendent surtout de la relation que tu entretiens avec le présent. J'ai un exemple de coaching, un cas de coaching. Je pense à une personne que j'ai accompagnée, en coaching et on va l'appeler Julie. Mais Julie, en fait, elle venait me voir, avec une phrase très claire. Je me souviens, elle me dit: «Quand j'aurai changé de job, de poste, ça ira mieux». Et c'était une personne vraiment compétente, elle était reconnue, engagée, mais elle était profondément fatiguée. Dans son état interne, ça allait plus. Et surtout, elle avait cette impression constante de vivre en état, d'attente perpétuelle. Et en explorant, on s'est rendu compte que cette phrase, elle revenait sous différentes formes. C'était par exemple, «Quand je gagnerai plus, je me détendrai. Quand ce projet sera terminé, je respirerai. Quand j'aurai plus de temps, je penserai à moi». À chaque fois, le bonheur était reporté dans le futur. Et à un moment, je lui ai posé une question simple mais puissante. Je lui ai dit: «Julie, quand ce quand arrivera, qu'est-ce que tu crois que tu ressentiras?» Puis là, elle a pris le temps de réfléchir, puis elle a répondu: «De la paix, le droit de ralentir, le sentiment d'être enfin à la bonne place». Et là, quelque chose s'est ouvert. Parce qu'en fait, elle a réalisé que le poste n'était pas le vrai objectif. Ce qu'elle cherchait réellement, c'était un état interne. Cet état interne, c'était la paix. Le problème, c'était pas son travail, c'était la croyance inconsciente que je n'ai pas le droit à la paix tant que je n'ai pas mérité. Et à partir de là, le travail a changé de nature. On n'a pas arrêté de parler de ces projets, bien au contraire, mais on a commencé à réintroduire la paix dans le présent, par différentes petites touches, en posant des limites claires, à ce qu'elle puisse s'autoriser des moments de respiration et de connexion à elle sans culpabilité, à arrêter de conditionner sa valeur et sa performance. Et ce qui est intéressant, c'est que quelques mois plus tard, elle a effectivement changé de poste. Mais cette fois-ci, elle ne disait plus: «Je serai heureuse quand», elle disait: «Je vais bien et j'évolue». Donc le futur n'était plus une fuite et là, c'est devenu un prolongement naturel du présent. Car souvent le futur, c'est un peu comme une stratégie d'évitement. Il y a une autre dimension plus subtile à explorer. Parfois, le «je serai heureux quand» n'est pas seulement une illusion, c'est une stratégie d'évitement. Pourquoi? Parce qu'en fait, ressentir ce qui est là maintenant, la fatigue, la solitude, l'insatisfaction, le vide ou même la peur de ne pas savoir qui tu es dans ce futur projet, en fait, se projeter dans un futur idéalisé permet de ne pas trop regarder le présent tel qu'il est. Mais le prêt à payer, c'est une forme de déconnexion à la vie qu'on est en train de vivre. Et le paradoxe, c'est que plus tu attends le bonheur et plus tu le repousses. Plus tu te dis: «Ma vie commencera vraiment quand?» et plus tu envoies à ton système nerveux le message: «Maintenant n'est pas un endroit sûr ou satisfaisant». Et ton corps, ton cerveau, eux, ils se mettent en mode tension. Car vivre constamment dans l'attente, c'est vivre dans un léger stress permanent. On pourrait dire que ton intention est dissociée du présent. Et là où ton attention ne va pas, ta vie ne circule plus vraiment. Alors, le bonheur, ça peut être vu comme une compétence, pas comme une destination. Et si le bonheur n'était pas quelque chose à atteindre, mais quelque chose à entraîner? Les recherches en psychologie positive montrent que les personnes les plus épanouies ne sont pas celles qui ont le plus, mais celles qui savent plutôt savourer, donner du sens, réguler leurs émotions, être présentes à ce qu'ils vivent. Le bonheur n'est pas un sommet, c'est une qualité de présence. Et ça peut arriver que le camp devienne aussi un piège identitaire. Il y a une dimension identitaire très forte là-dedans. Parfois, le futur devient une promesse de réparation. Quand j'aurai réussi, je me sentirai enfin légitime. Quand j'aurai ceci, je serai enfin quelqu'un. Et là, le danger, c'est de lier ta valeur à une version future de toi. Et tant que cette version n'est pas atteinte, le présent semble incomplet, insuffisant, imparfait. Alors, voici quelques clés pour sortir du «je serai heureux quand». Clé numéro un,
identifier le camp dominant. Commence par observer tes phrases intérieures, sans les juger, sois dans l'ouverture. Quel est ton camp principal en ce moment? Est-ce que c'est quand je réussirai, quand je serai reconnu, quand ce sera plus calme, quand j'aurai plus d'argent? La conscience est toujours le premier pas. Lorsque tu as identifié ça, tu vas réussir à avoir une lecture de ton comportement et de tes besoins aussi. Clé numéro 2, retrouver l'état recherché derrière l'objectif. Demande-toi, qu'est-ce que je veux ressentir quand ce camp sera atteint? La même question que j'ai posée à Julie. Est-ce que ça va me permettre de pouvoir atteindre la paix, la joie, la liberté, la sécurité, l'amour, le plaisir, peu importe? Va voir qu'est-ce qui se cache derrière, quel est le besoin non répondu par cette quête. Et puis tu peux aussi par la suite te poser cette question. Comment puis-je commencer à nourrir cet état interne maintenant, même à petite dose? Donc si c'est la paix, comment je peux commencer à nourrir cet état de paix dès maintenant, même à petite dose? Si c'est l'amour, comment puis-je commencer à nourrir cet état d'amour dès maintenant, même à petite dose? Donc ça va te permettre de réussir à passer dans du concret, dans du pratico-pratique et commencer à mettre les pieds à l'étrier. Clé numéro 3, réinvestir le présent. Le présent n'a pas besoin d'être parfait pour être habité. Il a juste besoin d'être rencontré. Ramène ton intention sur ta respiration, sur une sensation corporelle, sur qu'est-ce que tu sens au niveau de tes pieds, sur un moment simple. Permets à ton système nerveux de sortir de l'attente et d'entrer dans l'expérience. Clé numéro 4, distinguer progression et conditionnement. Tu peux vouloir évoluer sans conditionner ton droit au bonheur. Tu peux avancer sans te mettre en apnée émotionnelle. Le chemin n'est pas un sacrifice à endurer pour mériter la joie plus tard. Clé numéro 5, revenir à une posture de cheminement. Dans cheminement intérieur, on ne parle pas d'arriver quelque part. On parle de marcher consciemment. Le bonheur n'est peut-être pas nécessairement au bout du chemin. Il est dans la manière de marcher. Et plus tu vas avoir conscience de ce cheminement-là, et mieux tu vas avoir une appréciation de ce qui est. Conclusion. Et si le bonheur n'attendait pas? Et si le bonheur commençait avant que tout soit réglé? Quand tu arrêtes de négocier avec le futur, tu t'autorises à ressentir maintenant. Cela ne veut pas dire renoncer à tes rêves. Cela veut dire arrêter de te refuser le présent. Alors, j'ai envie de te laisser sur cette douce question. Et si je n'attendais plus que quelque chose change pour me permettre d'être un peu plus vivant aujourd'hui, qu'est-ce qui serait différent? Parce que le bonheur, ce n'est pas une promesse lointaine, c'est une relation à ce qui est. Et cette relation, tu peux commencer à la transformer dès maintenant sur le chemin du cheminement intérieur. Donc, prends le temps d'intégrer, prends le temps d'être curieuse, curieux, laisse-toi surprendre par ce qui peut émerger et permets-toi d'être heureux dès maintenant. J'en profite pour rappeler que le livre 365 jours pour soi, donc le livre avec 365 questions, chaque jour il y a une question, un défi, un mantra, une citation, un espace pour avoir une météo intérieure, est encore disponible sur internet. Vous pouvez le trouver dans ma bio, il est disponible en France, au Canada et partout dans le monde. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de Cheminement intérieur.